Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Spoilers, saison 3, épisode 5, autrement dit, fin de saison pour Spoilers, c'est pas le series finale qui interviendra un jour, ça va arriver, préparez-vous psychologiquement, mais pour l'instant, ce n'est qu'une fin de saison, l'envie de vous parler de séries fantastiques et de science-fiction sont toujours là dans mon cœur, mais également dans le cœur de Briac. Bonsoir Briac. Hello. Tu aimes toujours autant les séries ? J'aime toujours autant les séries, effectivement, ça tombe bien. Peut-être un jour tu vas arriver, tu vas me dire non écoutez les gars, j'ai bien réfléchi. C'était une connerie depuis tout ce temps. C'était pour vous faire plaisir, mais... Je veux bien continuer à venir, mais je vous allez voir l'épisode de trop, quoi. mais qui entends-je ? Est-ce Guillaume ? Bonsoir Guillaume. Bonsoir, comment allez-vous ? Bon, c'est impeccable. Hein. C'est une fin de saison, parce qu'on a besoin de faire des petites vacances. Donc voilà, le mois d'août, on ne sera pas parmi vous. Grosse année pour Spoilers, on va faire un petit récap. Écoute, voilà. Si vous nous entendez dire des phrases comme merci Max du 35 pour ton sub, c'est parce que nous sommes en live également. Une des nouveautés que nous avons fait dans cette saison 3, c'est les lives. Hein. On n'a jamais fait autant de lives. À raison de quoi ? 3 ? Alors, cette saison, on a fait effectivement 3 lives. C'est le 3e, puisque depuis mai, on live pour l'émission. Ouais. Et on aime bien. Et on s'est rendu compte, le dernier épisode, moi je l'ai écouté, je l'écoute tous, mais je l'ai écouté à sa sortie, et je l'ai trouvé très cool, et c'est vrai que le fait d'avoir des gens qui réagissent, ça fait comme si on avait un peu un public, donc même en podcast, n'hésitez pas à nous dire, nous faire vos retours, si vous... Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu dérangeant, les amateurs, amatrices de podcasts, voilà. Moi-même, par exemple, un truc que je déteste quand j'écoute des podcasts, c'est la musique. Il y a des podcasts qui sont tirés de France Inter par exemple ou de Radio Nationale, et c'est très énervant quand il y a de la musique parce que tu n'es pas là pour ça. Ah oui, la coupure musicale, voilà, quoi, la fameuse coupure musicale. En plus souvent c'est cuté, c'est monté à la hachette sur les grandes radios. Donc voilà, mais nous, ne vous inquiétez pas, ce sera soit épuré par ce bon Guillaume, soit voilà, ça ne permettra que ce ne sera que du plus pour cette émission. Voilà. Donc dernière émission de la saison, un petit récap finalement, ni plus ni moins qu'un récap, mon bon Guillaume. Ben oui, tout à fait, oui, on prend le temps là, ce soir, on est chill dans cette émission. On la joue carpe diem. On est posé, c'est ça. On revient. J'ai moi-même des petits gâteaux apéro. Incroyable. Ah mais on se met bien, écoute. Dernière émission de la saison 3 déjà, donc avec quelques petits achievements, dirons-nous, en tout cas pour nous. On en discutait en off il y a quelques jours, déjà, le premier étant qu'on a réussi à maintenir un rythme mensuel, ce rythme qu'on avait un petit peu chopé à Canal B et qu'on était un petit peu obligé d'avoir quelque part, et on s'est dit est-ce qu'en quittant la radio on va réussir à maintenir ce rythme ? On a réussi en usant de divers subterfuges, dirons-nous, mais franchement on est content, je pense, d'avoir pu avoir ce rendez-vous régulier, parce que c'était pas forcément donné, mine de rien, l'année 2022, fin 2021, début mi-2022 a été bien chargé pour tout le monde chez Spoilers, donc et on s'est bien tenu, c'est vrai que on a bien... c'est vrai qu'on avait un peu, pour vous dire un peu les insides, on avait un petit peu peur de le fait que personne nous demande des comptes, on avait un petit peu peur de ça, et en fait on n'a pas eu des cas, je crois. Est-ce qu'on n'a pas fait plus d'une émission par mois Non, on n'a pas finalement, au moment de l'Ouest Hurlant, il avait été question que l'Ouest Hurlant soit l'épisode spécial présentation du festival, soit quelque chose de supplémentaire, un bonus sur l'épisode du mois, mais finalement il est rentré dans le calendrier classique, on va dire. Et Est-ce que j'ai envie de poser une question, les gars, là, comme ça, parce que moi, Guillaume, je te coupe, c'est aussi un des problèmes du direct. Je t'en prie. On est live. Est-ce que vous avez un épisode préféré de cette saison ? Je vais commencer, ça vous permet de réfléchir, peut-être ? Bonne question. Allez, vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Nora Boisoni. Non pas que j'ai pas aimé les autres, hein, évidemment, on les a tous aimés, ô combien aimés. Je pense à Justine, je pense à Paco. Vraiment, on a eu que des guests incroyables. Nora, je trouve que, en fait, c'était un entretien
Enfin, c'était une discussion, on va dire, avec elle. L'entretien. Et c'est notamment Nora qui nous a, c'était un entretien qui nous a conseillé Severance, qu'on a fait dans la foulée et qui est une série. Elle nous a conseillé une série, elle a tapé dans le mille direct. Et c'est une personne qui est extrêmement intéressante. Ça m'a permis de m'intéresser à son travail aussi par la suite. Et discussion intéressante, personne simple dans tout ce que ça a de positif, ce terme. Et on a bien parlé série. Et voilà, c'était vraiment très très cool. Donc voilà, moi je pense que petite peut-être même un big up à Nora, voilà, si j'ose dire. J'ai trouvé ça très cool, mais voilà, encore une fois, j'ai adoré l'épisode avec Justine, l'épisode avec l'Ouest Hurlant aussi, qui était de belles rencontres. Donc voilà, c'était top. Est-ce que vous en avez? Moi, je pense que je retiendrai le calendrier de l'Avent et en particulier la capsule de Boulet parce que c'était quand même un moment très cool de sa part de nous envoyer sa petite recommandation. J'y croyais pas trop et il a été hyper accessible et tout, donc c'était super. Et en plus, il a parlé d'une série qui est assez méconnue, qui est Lost Room, une petite série qui n'a pas trouvé de conclusion, mais qui cadre bien avec tout un tas d'univers qu'on a un petit peu retrouvé d'ailleurs dans Severance et donc voilà, il a une voix qui est très radiophonique, en plus cette voix grave là qu'il a et qui met à contribution quand ils font notamment des live Twitch sur les creepypasta. Donc ouais, je pense que même si le contenu en lui-même est très court et il y a eu plein de choses d'intéressantes de dites dans des épisodes où on a fait effectivement 1h30 d'interview ou de discussion entre nous, je crois que quand même le moment de l'année où il y a eu le calendrier de l'Avent et cette capsule en particulier, moi ça m'a bien marqué, ça m'a un peu fait ma fin d'année, quoi, j'avoue. C'est vrai que c'était ton initiative, hein, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais tu étais aux commandes de ça et c'était une très bonne initiative. Et est-ce qu'il y aura un nouveau calendrier de l'Avent? Eh ben j'espère, oui. En tout cas, je le souhaite. Ça demande du temps et faut être assez réactif et tout ça. Donc, faudra voir comment on s'organise. Maintenant que, on va dire, le truc est un petit peu rodé, peut-être que ça sera l'occasion d'y penser un peu plus tôt et de contacter les gens en amont à partir de la rentrée, mais clairement, en tout cas, en termes d'envie et de nombre de personnes à contacter, il y en a plein. Il y a plein de gens avec qui on avait eu envie d'échanger sur le calendrier de l'Avent et pour lequel on n'a pas eu de réponse. Et donc, on continuera d'essayer jusqu'à ce qu'on puisse échanger avec ces personnes parce que c'est souvent des personnes hyper intéressantes et qu'on aurait envie ensuite de faire venir dans l'émission pour d'autres sujets. Donc, ouais, on va essayer de faire ça, à voir. C'est une question de temps, mais en tout cas, l'envie est là et ça prend du temps, effectivement. Et on essaiera de proposer ça. En attendant, on peut écouter Briac, peut-être. Est-ce que tout simplement, ce serait pas Pacôme, ton émission préférée de cette année? C'était super, effectivement, de causer avec Pacôme de son dernier livre. J'ai aussi beaucoup aimé la dernière émission avec Claire, qui était super parce que c'était passionnant d'entendre parler de sa thèse et puis de ces séries qui l'intéressent, ces sujets de recherche. Puis toujours très intéressant d'entendre Claire parler séries de toute manière. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le calendrier de l'Avent. Voilà. Après, saison un peu en demi-teinte parce que j'ai remarqué qu'il y avait un des chroniqueurs habituels qui était un peu moins présent et je sais pas si en termes de qualité ça a un petit peu joué. Voilà. Mais non, très, très bonne saison 3. La saison 3 dans les séries, c'est la saison de la maturité en général. Hein. C'est là où il y a les séries deviennent très bien. La 4, c'est là où parfois ça flanche. Alors on va voir pour nous l'année prochaine. Ça va être intéressant. Ouais, super, bonne ambiance en tout cas, merci. En fait, on s'arrête là. Écoute, voilà, je pense que du coup, on est à notre prime, donc il faut pas continuer à ce moment-là. Pourquoi s'arrêter maintenant, puisque on a passé la barre symbolique des 10 000 écoutes et téléchargements, donc c'est déjà, en fait, vous êtes plein à nous écouter. Et moi, je fais pas ça pour les chiffres de toute façon, mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut propager un podcast. C'est vrai que nous on fait ça, on est 3 potes quoi, donc c'est vrai que on essaie d'aller chercher une audience, mais voilà, on est un peu niche et en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont en recherche de ça. Donc encore
fois, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, parce que le bouche à oreille, c'est dans le podcast, j'ai l'impression que c'est un peu un des derniers domaines où le bouche à oreille fonctionne énormément. Moi, il y a plein de podcasts que j'écoute qui vraiment je ne serais jamais tombé dessus si on m'en avait pas parlé. Une petite note sur les applis, ça c'est pas du tout anodin. Donc si vous mettez des étoiles, on remonte dans les classements. Enfin, vous savez ce que c'est. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est à peu près ce que vous pouvez faire. En parler à vos potes et mettre des étoiles sur les applis, et partager si vraiment si vous êtes des vrais sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est ce que vous pouvez faire. On ne vous demande pas d'argent. Peut-être. Un de ces quatre, on va pas vous mentir, il y a des, ça parle de Patreon en coulisses, mais voilà, on n'y est pas encore. Il y a des discussions en cours, ouais. Guillaume adore l'argent, c'est son défaut. Ben oui, je ne vis que pour ça, clairement. Donc tant pis, on fera comme on peut en temps voulu. Non mais voilà, pour l'instant n'hésitez surtout pas, et c'est déjà un énorme soutien, et même venir nous voir sur le live de nos émissions Twitch, c'est beaucoup. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, on a, je trouve, trouvé une carburation avec le live qui justement est plutôt cool dans l'échange qu'on peut avoir avec les gens qui écoutent l'émission ou qui veulent échanger sur ces thématiques-là, puisque finalement quand on fait le podcast on sait jamais vraiment qui écoute. Enfin si, on le sait parce qu'il y a des statistiques, mais on n'a pas vraiment d'échange avec vous là qui écoutez ce podcast actuellement. Mais si vous venez faire un tour sur la chaîne Twitch quand on enregistre, du coup là c'est du live, et effectivement c'est hyper intéressant pour nous parce que ça alimente vachement nos discussions, ça permet peut-être de vous faire connaître en direct des séries, et aussi de votre côté nous faire connaître des séries, nous proposer des sujets, interagir avec nos invités, puisqu'on va clairement continuer à essayer d'avoir des invités tout le temps, donc je trouve que en tout cas ça nous a bien plu de faire ça, et je pense qu'on va clairement continuer à le faire, quoi. Tout à fait. Écoutez, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que fin de saison, qui dit fin de saison, déjà prenez une coupette, Imaginez une salle des fêtes, peut-être, ou une salle dans l'accueil de la boîte. Vous voyez, on a mis des gobelets avec du mousseux dedans. Voilà, prenez un de ces verres. Il y a des chips, il y a des tartines de tarama, donc vraiment n'hésitez pas. C'est la dernière, après c'est les vacances. On va parler séries, des séries dont on a parlé cette année, des séries dont on n'a pas parlé. Je propose qu'on commence justement par les séries qu'on n'a pas chroniquées pendant cette saison. Ouais. Et pourtant il y a eu alors, oserais-je dire la plus grosse série de l'année, en termes de combien ça a fait parler plutôt. Moi je pense à Stranger Things. Guillaume, est-ce que toi t'as été comment sur Stranger Things, la saison 4? Ça y est, là, les deux parties ont été diffusées effectivement cet été. Il y a eu ce petit décroché un petit peu particulier. Ils ont été obligés, ou ils ont voulu faire en termes de communication ce découpage en deux parties, sachant que en plus c'était des parties qui étaient pas tout à fait égales, qui étaient pas du tout égales en nombre d'épisodes ni en nombre de durée d'épisodes. Stranger Things, au final on en a jamais vraiment trop parlé dans l'émission, hormis en la citant comme étant évidemment des gros succès de Netflix. Même si alors que quelque part l'identité visuelle quelque part de Spoilers est un tout petit peu inspiré, ou en tout cas je sais qu'à l'époque où je cherchais un petit peu des couleurs et des trucs comme ça, c'était le début de la série, et j'avais été évidemment marqué par ce générique avec cette typo en gros comme ça, très très épuré, mais qui je trouve graphiquement marchait très très bien. Après 2 ans d'absence et du coup un petit Covid, la série est revenue pour une avant-dernière saison. D'ailleurs c'est assez marrant parce que ce découpage en deux parties a vachement mis les gens, j'ai l'impression, un peu dans le flou vis-à-vis du fait que c'était peut-être la dernière saison, parce que il y avait une assimilation comme ça, un côté genre Harry Potter en deux films, ou les Avengers par exemple, où il y avait eu aussi 2 films un peu pour conclure quelque chose. Et je me souviens, je sais que j'ai dit pas mal à des gens, non mais en fait c'est pas la dernière saison, il y a une saison après. Et du coup c'était assez intéressant de voir que les gens étaient intéressés en espérant que ça soit la fin quelque part, quoi. Donc Stranger Things, en tout cas moi de mon point de vue et des gens qui m'entourent, il y a un peu ce côté amour-haine, dans le sens où on a aimé l'univers, on a aimé souvent la première saison, on a aimé les clins d'œil.
on a aimé le côté années 80, l'esthétique, la musique, voilà. Et en même temps, on a été assez vite déçus ou on a été assez vite fatigué, on va dire, de ce côté clin d'œil à outrance et le côté un petit peu coup de coude dans les côtes de t'as vu, c'est un peu comme dans le film 2. Moi, je sais que j'ai des potes qui ont vraiment très vite eu marre de la série pour ces raisons-là, et avec un peu la question qui entoure tout ça de finalement se dire à qui s'adresse cette série, puisque on nous montre un univers qui parle aux trentenaires nostalgiques des années 80, on va dire pour faire simple, mais en même temps on nous montre des héros qui sont des enfants qui vivent des aventures d'enfants, parfois avec pas vraiment de double sens, on va dire, de lecture, c'est-à-dire ils ont des interactions d'enfants et ils ont voilà quoi. Et en tout cas, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu aussi qui n'ont pas réussi à comprendre à qui s'adressait la série, quoi. Bon, moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec Stranger Things, j'ai toujours plutôt apprécié. Je me suis vraiment attaché aux personnages, et là ce qui est cool, c'est que on a vraiment on les a vus grandir. On peut pas dire qu'on a grandi avec eux, mais on les a vus grandir, ce qui est toujours je trouve assez cool. Franchement, de suivre un groupe d'acteurs comme ça qui vieillit ou qui grandit. Et bon, là, dans la saison 4 de Stranger Things, on est face à des pré-ados, ados, hein, donc on est sur des problématiques un peu plus, comment dire, un peu plus adultes. En tout cas, il y a vraiment ce côté transition entre l'enfance et le monde adulte. C'est là où ça coince, hein. Voilà, les relations, comment on fait pour les maintenir, comment on fait pour se projeter, comment on fait pour un peu garder ce qui nous rapprochait quand on était enfant avec nos amis, comment on fait pour le garder une fois adulte. Est-ce qu'il y a des passions qui peut-être sont associées à l'enfance, qui ensuite sont un peu compliquées à faire fructifier. Bref, il y a quand même un sous-texte que j'ai trouvé assez cool. Moi j'ai trouvé que les personnages restent attachants, même s'ils sont clairement tous pas traités au même niveau, et globalement sur cette saison qui est quand même très très riche et très très dense, évidemment du coup il y a plusieurs groupes qui se sont détachés, et notamment le groupe de Mike et de Will qui a fait une sorte de road trip pour partir à la recherche d'Eleven. Bon, a pas été particulièrement, je trouve, le plus intéressant, le mieux écrit des autres groupes. Mais mis à part ça, j'ai vraiment trouvé que, en tout cas, cette saison 4, moi, elle m'a bien attrapé, elle m'a assez ému. Les épisodes sont bien longs, et je trouve que du coup la série a pris bien son temps pour explorer les relations, il y a eu vraiment des moments qui étaient vraiment jolis, une BO qui encore une fois a été utilisée aujourd'hui, on peut presque plus l'entendre parce qu'elle a été utilisée de manière incroyable, cette chanson d'ailleurs du coup dont j'ai oublié l'interprète là, mais qui a été Kate Bush. Voilà, c'est ça. J'aurais pu te répondre alors que j'ai pas vu la série, hein. C'est vous dire. Ouais, c'est ça. Il suffit de regarder un peu TikTok ou les stories Insta pour voir que une personne sur 5 utilise cette chanson en fond pour quelque chose. C'est na 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 na. C'est ça? Exactement. C'est partout. C'est partout. Et qui est super bien utilisé dans la série, et qui sur cette première partie de la saison, mais vraiment en plus le personnage de alors l'actrice s'appelle Sadie Singh, je crois, qui Max donc qui a vraiment fait vraiment le cœur de la première partie, bien plus d'ailleurs que Eleven ou que les autres personnages qui auraient pu être jugés un peu importants dans les saisons précédentes. Et là-dessus, franchement, il y a eu vraiment de beaux morceaux avec cette actrice-là. Et voilà, en tout cas sur cette, il y avait vraiment plein de choses à dire, mais je vais arrêter mon monologue ici, je vais vous passer la parole. Mais en tout cas, moi j'ai été plutôt conquis. Fais tourner ce bon vieux coussin de la parole, s'il te plaît, que je saisis. C'est ça. Immédiatement. Exactement. Je ne résiste pas à l'envie. Le totem. Mais je te transmets. Je crois savoir que Briac et moi on est assez d'accord sur Stranger Things. On en a parlé, tenez-vous bien, dans le bus qui nous menait. Où on peut pas vous dire encore pourquoi, mais Guillaume, tu sais où on allait, Briac et moi. Oui. Tenez-vous bien, c'est lié à spoilers. En plus, c'est là où c'est pour ça que je me permets. On vous prépare quelque chose pour la rentrée. Incroyable. Un truc en un mot, Briac. Fantastique. Fédérateur. Yes. Alors,
Eh bien, je vais étouffer Briac avec le coussin Wow. de la parole immédiatement. Calme-toi, Briac. Bon, pour l'amour du ciel, calme-toi. Non, mais on vous prépare quelque chose d'incroyable pour la rentrée. Bref, on en a parlé et on est assez d'accord, tu m'arrêteras si je me trompe. Moi, cette saison 4, en fait, j'avais vraiment ce sentiment que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Stranger Things. J'avais quasiment aucun souvenir de la saison 3. Je me souviens qu'il y a une histoire ils jetaient des feux d'artifice sur un monstre à la fin de la saison 3. C'est à peu près... Le Mind les Flayer, seuls c'est ça, je crois, hein, le monstre de chair, là, qui se rassemblait, flagelleur mental. Oui, bah ce monsieur-là, celui-là. Donc le récap était très très bien fait pour le coup de la saison 4. Et c'est vrai que quand j'ai lancé cet épisode, la petite musique, le générique et tout, c'est vrai qu'il y a cette ambiance Stranger Things, quoi. C'est vrai que Stranger Things, tu la regardes, c'est un peu l'apanage des grandes séries, hein. Oui, apanage. Pour qui je me prends? C'est l'apanage des grandes séries dans le sens, tu lances un épisode, ça a une ambiance qui te saisit. Le truc, c'est que moi, le soufflet est retombé à une vitesse, les potes, mais vraiment, c'est... Eh bien, le soufflet est tellement retombé que tu as été figé, écoute. On te revoit, c'est bon, on t'entend de nouveau. Tu fais hyper bien Kate Bush, Gillick, t'es un amour. Je te la referai plus tard, je peux t'envoyer des vocaux si tu veux, je suis pas cher. Il vous l'a fait en entier à la fin de l'épisode. Il va y avoir un bonus. Je sais plus où ça a coupé, mais le soufflet est retombé à une vitesse, les gars. Non, mais est-ce que toi, tu dis l'épisode est long? Alors, je me permets de citer Briac Picaralec, Thésard, qui a dit, en gros, oui, c'est juste écrit comme un très long film. Comme beaucoup de séries actuelles, mais là c'est flagrant quoi. Et du coup ça fait que t'as un ventre mou qui arrive à la moitié selon Briac, mais moi qui vraiment le ventre mou arrive tout de suite. Moi je dirais qu'en gros c'est une énorme intro en fait. À mon avis les 2 tiers de la série sont une énorme intro à 2 épisodes qu'on m'a énormément vanté, qui sont apparemment exceptionnels, mais d'accord. Mais le fait est que direct c'est très mal écrit. J'ose le dire. Venez m'attraper chez moi. Ah, la deuxième partie, tu veux dire? Ah non. Instant 1. C'est-à-dire que cette scène dans le rollerball là, dans le roller où tout le monde fait des ronds là, où elle se bat et machin, et les gars, vous avez l'intégralité du lieu qui se fout de sa gueule, l'intégralité, le gars qui gère le lieu, qui est au micro, limite ils sont c'est Nelson dans les Simpsons. Genre les gars, élevez un peu le niveau. Et vraiment, et c'est ça, les personnages sont ultra caricaturaux, il y a vraiment, c'est une bonne série. Elle joue pas très bien d'ailleurs à ce moment-là, je trouve, Millie Bobby Brown. Mais les acteurs ne jouent pas très bien globalement dans cette série, Guillaume. À part Winona Ryder, David Hopper qui se dit, les gars, si c'est pas maintenant, j'ai pas de carrière derrière, donc autant tout donner. Le gars le russe, oui, j'y crois. Les enfants, il y a, comment il s'appelle, Dennis, non, comment il s'appelle? Dustin? Qui lui voilà restera la mascotte de Stranger Things, hein, je pense. Will, on n'en peut plus. Il est pas gâté par ce qu'on lui donne à jouer en même temps, quoi. Je pense que l'acteur peut faire des trucs cool, tu vois, mais d'accord, mais c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Le fait est que moi, ce que je regarde, c'est un personnage qui est ultra mal écrit. Qui est... Alors, Gillick, c'est pour toi, j'ai fait Kate Bush, je fais Will. Mais pourquoi voilà, c'est ça. Et non, quoi. Et Maxine, comme le dit Gillick, Maxine est très bien aussi, mal écrite aussi, parce que toujours le même plan de son frère qui meurt dans la saison d'avant, peut-être varier les échelles de plan, faites un truc un peu plus que juste le au bout d'un moment on n'en peut plus. Et en fait, ce que je veux dire, c'est une bonne série, mais prenez-la pour ce qu'elle est. C'est une série qui est ok. Oui, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, voilà, clairement. c'est ok. Et ça me fait m'arracher les cheveux que les gens passent au-dessus de tous les défauts qui sont, mais des montagnes de défauts de cette série, sous prétexte que les 2 derniers épisodes sont super. Les gars, il y a vraiment des séries, là j'en vois dans la liste un petit peu dans notre conducteur parce qu'on bosse énormément, où vraiment tu dis putain, t'as des bons trucs instant 1 quoi. Un premier épisode, t'as un univers qui est posé, t'as des machins, t'as des personnages qui ont un sens, qui ont une évolution, qui ont un parcours, qui ont des dialogues, mais les gars, les dialogues de Stranger Things, c'est niveau 0 quoi, c'est terrible. Et par contre, je finis sur une note positive avant de passer le coussin de la parole à Briac, cette saison 4 semble vouloir avoir sa propre mythologie, ce qui me manquait énormément dans les saisons précédentes. Alors il y a le coup de on joue à Dungeons and Dragons et comme par hasard le méchant du jeu c'est le méchant de la vraie vie. Oh là là, c'est la saison 2. Mais le reste, comment on appelle le pendule qui se met un peu partout, j'ai trouvé il y avait des bonnes idées. Eddie est un personnage qui m'a l'air intéressant. J'ai pas envie de creuser tout le reste malheureusement, mais
Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage et très énervant. Voilà, très énervant l'écho que peut avoir cette série-là. Voilà. Briac. Alors moi, pareil, Stranger Things, c'est pas une série dont je suis un énorme fan, mais c'est une série sympa. C'est-à-dire que moi, même à l'époque de la première saison, j'avais pas été transporté. Enfin, je suis pas plus fan de la première saison que ça, et la 2 et la 3, enfin, pas plus tellement que la 2 et la 3, même si je pense qu'effectivement elles ont pas mal de défauts aussi. Moi, ce qui me plaît dans la série, à mesure qu'elle évolue, c'est ouais, les personnages. J'aime bien l'évolution des personnages, j'aime bien leurs relations. Il y a un côté sympa, il y a un côté émouvant aussi à certains moments, et ça, c'est ce que comment ils s'appellent, c'est les frères Duffer, c'est ça, hein, les créateurs de la série, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. je trouve qu'ils réussissent ça plutôt bien. Et ça, c'est ce qui marche, et ce qui fait que t'es content quand une saison tombe, t'as envie de regarder, t'as envie de voir ce qu'ils deviennent. Et puis, il y a quand même, moi, je trouve, il y a quand même des bons acteurs, hein, aussi. J'aime bien, j'ai oublié son nom, celui qui joue Steve, et dans son duo avec le personnage de Maya Hawke. Très bien aussi, Oui, ces deux personnages-là. Ils c'est sont vrai. très sympas, ça marche toujours à fond. Donc ça, c'est bien. Par contre, moi, il y a un problème que j'ai avec Stranger Things depuis la saison 1, c'est que ils font donc des références aux films de Spielberg des années 70, 80, beaucoup à Stephen King, etc. Et je trouve que l'aspect imaginaire, l'aspect, donc tout ce qui a trait au surnaturel dans la série, est hyper pauvre au niveau créatif. C'est-à-dire que aussi bien les designs des monstres, les idées, pour moi, il n'y a jamais rien de vraiment intéressant. Ça fait jamais peur, tu vois, alors que justement, c'est leur source d'inspiration, des trucs qui te foutaient les jetons en même temps que tu peux avoir des enfants, tu peux avoir de l'humour, etc. Et donc, il me manque un truc, moi, il m'a toujours manqué un truc, des idées, un truc qui me surprend, qui me donne un peu plus envie d'accrocher. Donc, il y a tout un pan de la série qui tombe à plat, même si le reste fonctionne plus ou moins bien. Je trouve aussi que c'est une série qui est pas assez cruelle. Alors ça peut sembler étrange, mais elle ose pas assez tuer ses personnages, y aller. Genre, tu vois, là, on se retrouve, on a genre 15 personnages principaux, ils savent même plus comment faire dans leur saison pour les grouper ensemble, pour que ça avance, qu'il leur arrive des trucs. Ça les empêche en plus de faire des choses. Alors eux, ils ont clairement pas envie. Tu parlais de la structure narrative, Charles, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, tiens, c'est marrant si au lieu d'avoir un petit bout de ce que fait Eleven à chaque fois, on avait un épisode, bam, l'entraînement d'Eleven et tout, on voit que ça pendant 1 heure, et ce serait sans doute plus fort. Et pardon, excuse-moi, je te coupe, mais il y a beaucoup de séries, de grandes séries qui font ça, et justement, c'est hyper intéressant scénaristiquement parce que ça crée une attente pour le reste, mais en même temps, l'épisode que tu vois, tu te nourris quand même. Et quand l'épisode d'après, où pour le coup on reprend un petit peu une forme semi-formulaire non feuilletonnante, un truc comme ça, Presque. presque. Et bah, tu vois, on joue avec le spectateur aussi, quoi. Là, c'est juste, tu vas en parler mieux que moi, mais un long film, et non. C'est ultra feuilletonnant, c'est ça. Mais donc il y a ce problème-là aussi, ouais, de structure. Mais il y a un peu plus, j'ai l'impression quand même du travail de l'épisode dans cette saison, non ? Si peut-être genre le dernier avant la moitié de saison, il y avait un petit jeu au niveau des flashbacks qui s'accélérait, qui amenait vers le premier, le gros twist. Ouais, même sur les personnages, quoi, tu vois. Enfin, bon, évidemment Maxine, voilà, mais même, enfin, ils font des focus quand même sur un personnage et tu vois un peu, il y a quand même au sein du groupe quelques petites dissensions en termes de choix qui font que effectivement, parfois, on est un peu cloisonné sur un personnage, mais je pense qu'on y arrive un peu par accident parce que tu vois, ils suivent leur intrigue feuilletonnante de bout en bout. Et il y a des moments, forcément, tu mets tout d'un coup dans l'épisode pour ce qui arrive à tel personnage, mais c'est pas forcément un choix. Mais tu vois, c'est dommage qu'il y a tout un passage, donc Charles, t'as pas dû aller jusque-là, mais on te fait un flashback sur la famille qui habitait dans la maison, qui est en lien avec les visions de Max, et puis voilà. Mais en gros, c'est assez court, et en fait, tu dis, ça aurait pu carrément être cool de faire un épisode dessus. Tu vois, faites-nous 40 minutes dans les années 50, j'ai envie de voir ça, quoi. Ça pourrait creuser le mystère et tout. Par contre, là où cette saison était plus réussie, même si j'ai toujours quand même un problème avec tout ce qui est fantastique, c'est le méchant. Donc pareil, je ne révèle pas plus que ça, mais pour une fois, on a un antagoniste qui s'exprime, qui a un peu du caractère, qui a un plan, qui a des choses à faire, et c'est peut-être ce qui manquait aussi dans les 2 saisons d'avant, c'est-à-dire on avait des monstres un peu impersonnels, et là ça rajoute un petit truc pour avancer vers la fin de la série. Voilà, bon après sans rentrer dans le spoil, je peux pas dire, il y a des intrigues qui n'ont pas du tout pas marché, mais voilà. Non, mais c'est concis, c'est très bien. J'ai envie d'enchaîner avec une série qui pour le coup est sortie au même moment, mais qui a fait quand même mine de rien moins parler, hein, c'est The Boys.
saison 3 comme nous, que j'ai personnellement vraiment beaucoup aimé. Alors il y a des choses que j'ai pas du tout aimé, mais il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé à tel point où je me disais mais enfin presque frustré. Alors je pense sans spoiler encore une fois moi le personnage de Black Noir vraiment ce qui a été écrit sur lui vraiment je m'attendais pas en fait à avoir du relief sur ce personnage et en fait il trouve des trucs qui font sens et qui donnent une profondeur immense à un personnage qui n'en avait aucune. Et il y a même un travail esthétique, encore une fois sans spoiler, auquel tu t'attends pas, et tu t'attends pas à voir ça dans The Boys, mais s'il y a bien une série qui peut se le permettre, c'est The Boys. Je parle des petits copains copines de Black Noir, hein, si vous l'aviez pas. Et graphiquement, je trouve ça trop bien qu'il y ait des séries qui osent faire ça, des séries Prime et compagnie. C'est une saison 3 très réussie. Alors, encore une fois sans spoiler, c'est un peu énervant les gens qui disent toujours sans spoiler, sans rien dire, mais disons qu'il y a un énorme twist dans la saison 3 qui est, alors, mais prévisible, mais à un niveau, c'est vraiment instant 1, je me suis dit, c'est ça qui va se passer, j'étais avec ma meuf, et c'est effectivement ce qui s'est passé, ma meuf était dégoûtée, parce qu'elle me dit, oui, mais du coup, tu m'as spoilé, sans savoir, mais tu m'as spoilé, j'ai dit, bah oui, mais les gars, c'est vraiment un niveau... T'es ce genre de mec qui regarde et qui glisse comme ça dans l'oreille, dans 5 minutes, il va se passer ça. Non, mais non, moi j'ai dit ça, non, je te dis, j'ai vu, à l'épisode 1, quand il y a l'antagoniste, enfin, je sais pas comment on peut dire, le mec du passé, quoi, j'ai dit, bah, c'est le 1-1, tu vois, enfin, vous m'avez compris, c'est très énervant, je vais arrêter de faire ça, mais il y a un twist avec ce personnage-là, au téléphone, et vraiment, mais les gars, première scène, tu sais que c'est ça qui... Et c'était pas un spoil, parce que c'est un truc que t'as à la fin de saison, et vraiment qui est très prévisible, bah du coup, ça fait que, dans mon cas, et ce que j'allais dire, c'est que je suis très mauvais pour deviner les spoils à l'avance et tout, donc vraiment, c'est pas du tout... là, c'est pas moi qui suis un génie du tout, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs du tout. Mais du coup, j'ai pas eu beaucoup d'émotions finalement dans cette fin de saison. Là où la fin de la saison précédente était plutôt réussie à mon goût, ça se tapait sur la gueule. Bah là, il m'a manqué un truc du coup, et l'aboutissement, bah je le savais déjà, donc petite déception quand même pour cette fin, mais qui est quand même très cool. Et chaque épisode a un peu ces moments de grandeur, on va dire, ces moments de ah ça c'est bien, ça c'est très très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette saison 3 et ça m'a fait un peu chier que les gens ne trouvent pas forcément beaucoup de qualité. Prime ils essaient quand même, hein, ils se donnent quand même du mal pour essayer de sortir des sentiers battus ou en tout cas proposer quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Gillick nous dit j'ai trouvé qu'il se passait rien au final dans la saison. Qu'en pensez-vous, Briac? Moi, je suis pas forcément d'accord avec Geek du coup sur ça. Je pense que la saison nous laisse, alors bon, encore une fois, on ne va pas spoiler, mais dans une des situations plutôt intéressantes pour la suite. Hein. On a changé quand même pas mal de statu quo. Ouais. J'ai trouvé globalement qu'elle était assez cool. Enfin, tu retrouves tout ce que t'aimes dans The Boys. Hein, finalement, ça reste une série qui reste assez constante. Les réserves que j'ai eues, j'ai trouvé qu'un certain nombre d'intrigues dans le final étaient résolues un peu trop facilement. On a des conflits qui sont introduits et qui se concluent très vite dans le final, qui ont trait à Yui, enfin des personnages qui se fâchent et qui vont se réconcilier trop facilement. Et enfin, le final, donc tu verras Guillaume si tu le regardes, mais ouais. Facilité, et aussi tu sens que moi j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment eu un problème de budget dans le final, parce qu'il y a un épisode plus tôt dans la saison qui est un peu l'équivalent, pareil dans la saison 2, on avait toute cette scène avec, comment elle s'appelait, la méchante, son nom m'échappe. Stormfront, voilà, qui détruisait un immeuble, enfin, où il y avait un épisode complètement fou. Là, on a un peu le même genre d'épisode, avec un truc un peu de malade, bourré d'images de synthèse, enfin, il y a plein d'idées et tout. Et j'ai l'impression qu'on a un peu mis tout l'argent de la saison là-dessus, ce qui fait que le final est assez mal foutu, c'est pas très spectaculaire, il y a un truc bizarre, quoi, dans ce final, il y a des trucs vraiment ratés. Mais, comme je disais, il nous laisse quand même sur une situation intéressante, ce qui fait qu'on a quand même plutôt confiance, on a hâte de voir ce qui va se passer. Et tu parlais justement, Charles, un peu des épisodes, enfin qu'il y a des choses intéressantes à chaque épisode, mais c'est vrai qu'aussi là, c'est l'inverse de Stranger Things, on est dans du feuilletonnant, mais avec un travail de l'épisode quand même. Il y a des thèmes qui se dégagent de chaque épisode, il y a quelque chose, et ça je pense que ça vient du créateur, c'est Eric Kripke, qui est donc celui de Supernatural, et qui vient des chaînes de network, hein, du semi-feuilletonnant formulaire dont nous a parlé Claire dans l'épisode précédent. Donc c'est quelqu'un qui a ce regard et cette expertise de la structure télé, et du coup ça se ressent, et je trouve que du coup ça fait que la saison est peut-être plus facile, enfin plus intéressante à suivre qu'une saison Stranger Things, et aussi parce qu'on a cette diffusion épisodique, hebdomadaire. Donc dans une bonne saison, peut-être
comment dire, peut-être j'ai tellement de sympathie pour la série que j'aimerais qu'elle aille plus loin parfois, qu'elle réussisse encore mieux. C'est pas forcément encore le cas, quoi. Elle se contente, peut-être il y a un plateau, quoi. Plus loin, mais pas trop longtemps. Je pense que c'est pas une série qui devrait. Non, on en parlait, c'est 2 saisons encore max. 2 saisons max encore et ce sera très bien. Là, on voit vers quoi ils vont se diriger en termes de, enfin, a priori, en termes d'histoire. Et on a très envie de savoir ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que c'est aussi une série qui risque de tourner très vite en rond, mine de rien. C'est ça. Il y a comme en fait une marche suivante pour la qualité. Tu sais qu'ils peuvent l'atteindre, ils ont tout ce qu'il faut et ça vient pas encore. On est encore au même niveau que la saison 2 et tu dis vous pouvez y arriver. Peut-être un problème de budget, hein. Peut-être de budget, Peut-être un problème de budget, t'en parlais. Moi, je trouve ça manque tout simplement de super pouvoir, je trouve, moi, mine de rien. Tu vois, non, je peux pas dire, mais le super force et des lasers avec les yeux. Bon, vous pouviez trouver un peu plus foufou, quoi. Téléportation. Il y en a quelques-uns quand même, un petit peu dans le fameux épisode. Il y a quand même, Dieu merci, il y a un pénis géant, mais alors par ça, vraiment. Et pourtant, ça démarre très fort, justement, en parlant de ça. Il y a un truc autour d'un super pouvoir dans l'épisode 1. Je crois que ça commence là-dessus. Putain, je me suis dit, putain, oui, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, on se comprend. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Guillaume, est-ce que tu avais envie de parler de la phase 2 du MCU en série ? Ouais, rapidement, parce que on en avait un petit peu parlé, on avait consacré un épisode, c'était un petit peu les prémices, on avait fait un petit peu est-ce qu'on faisait, non, je sais plus si on en avait parlé après avoir regardé les séries ou pas, mais bon, voilà, l'année dernière, ça avait été la grande arrivée du MCU sur Disney+ en série, avec Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Et on avait une seconde salve avec What If, Moon Knight et Miss Marvel qui du coup enfin quelque part annonçait de nouveaux personnages et il y avait vraiment ce truc de ok, on vous a un peu posé le truc avec des personnages que vous connaissez déjà, qui sont issus des films, donc il y a un côté un peu confortable pour attirer les gens, et là on introduit de vrais nouveaux personnages dans le MCU via des séries télé, ce qui du coup est quand même un parti pris assez important et un enjeu pour eux. Elle a eu bonne presse, hein, la Miss Marvel, hein. Ça a eu bonne presse, hein. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est What If, sympa mais pas du tout mémorable, sympa parce que c'est toujours marrant de faire des variations autour d'un même thème, mais l'animation était pas mal, n'était pas ouf, mais en tout cas il y avait un respect, on va dire, de l'esthétique des films et qu'ils ont réussi à retranscrire en animation 3D, voilà, mais vraiment pas mémorable. Moon Knight, hormis Oscar Isaac qui à chaque fois livre des performances qui sont cool et tout, parce que c'est un bon acteur, et qu'en plus voilà, ils ont mis un peu le paquet sur le côté schizophrène du personnage et donc ça lui donne plein de trucs à jouer et tout, il y a une espèce de surenchère là-dessus. La série fait tombe un petit peu à plat. En tout cas, même les aficionados se sont sentis vraiment un peu trahis par ce personnage qui, par ailleurs, en comics, a l'air d'être très apprécié et sur lequel il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et Miss Marvel, pour le coup, qui est en effet peut-être la série qui a été qui est la plus intéressante d'un point, enfin, en tout cas, qui est la plus cohérente avec elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui est un peu la série ado, donc avec un personnage ado, avec quelque chose d'assez léger. Ça, ils le tiennent. Il y a un côté fun. L'actrice est hyper sympa à suivre. Et il y a, alors ça, la critique, c'est qu'au fur et à mesure, on perd un peu ce côté très fouillis, on va dire graphiquement, et parce qu'il y a un vrai travail dans les premiers épisodes sur quelque chose de très visuel avec des trucs qui se rajoutent graphiques, par exemple à un moment donné dans la ville elle se déplace et il y a vraiment tout le fond des murs avec les graphes, les street art quoi, qui se transforment, et donc on a un retour comme ça au côté très graphique du comics quoi, avec des onomatopées, ce genre de choses qui étaient intéressantes. Bon, la série se termine un peu avec des poncifs du MCU, et finalement une mythe. Ah mais t'as tout maté, toi ? T'as tout maté, Miss Marvel ?
Ouais, j'ai tout regardé, ouais. Ah ouais. Et Ok. et le truc un peu cool, Bien. c'est quand Bravo. même un peu c'est le seul point commun, mais c'est quand même intéressant. C'est un peu à l'image de Watchmen qui mettait un peu au cœur de son récit un élément historique américain qui était pas très connu par nous, en tout cas, je pense européens. Là, c'est pareil. Miss Marvel a un peu au cœur de son récit un événement hyper important historiquement entre le Pakistan et l'Inde, qui est la partition, et qui permet, je trouve, d'amener tout un discours sur la culture musulmane, la culture pakistanaise aux États-Unis, et là-dessus, force est de constater quand même que quand tu regardes ça, tu te dis ils ont osé, je sais pas s'ils ont osé, mais en tout cas, ils ont vraiment embrassé ce côté culturel qui apporte une vraie fraîcheur en fait à l'univers de la série et qui est Ok. assez cool à voir quoi. Mais franchement, ouais, non, pour conclure cette phase 2, pas ouf quoi. Enfin, clairement, ça, En 2 mots, pas non, ouf. mais c'est un peu l'année de la désillusion sur Disney+, entre les séries Star Wars et les séries Marvel. Ils continuent à produire Attends, un... tu veux parler de désillusion, moi, on va parler d'Obi-Wan vite fait. Hein. Obi-Wan, Mm. j'étais On peut en anéanti. Hein. reparler, ouais. Alors en plus, il y a Gillig dans le chat qui déjà nous dit que Miss Marvel, le motion design cache la pauvreté de la série. Ça tire à balles réelles. Mais Obi-Wan, épisode 1 et 2, moi je m'arrachais les vêtements. Et c'est... Épisode 3 et 4, tu les recousais en étant penaud. On en a parlé. Hein. J'adore Obi-Wan. Hein. Je l'adore. C'était terrible et les gens ont adoré en tout cas la fin de saison. Moi je voyais des avis de gens sur Twitter, vous allez me dire encore oui c'est pas le bon endroit. Oui, mais le fait que les gens débattent sur Twitter de séries, c'est intéressant à observer. Ah ouais, non, pas du tout quoi, mais même pas un peu quoi, c'est ça que je veux dire. J'aurais adoré, mais les gars, vraiment j'aurais adoré quoi, mais c'est pas possible. Ils ont créé un contexte de production qui a l'air d'avoir été le fruit d'une recherche de R&D technique pour justement pouvoir produire des séries avec un coût, on va dire, raisonnable, en produisant justement de la SF, des décors, du fantastique, ce que tu veux. Je sais pas trop si c'est utilisé sur les séries Marvel, ce concept de dôme de LED, là où tu peux projeter des décors. En tout cas, c'est très utilisé sur Star Wars. Et en fait, ça se voit, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est déjà un truc qui m'avait marqué et qui m'avait déçu sur Mandalorian saison 2, où vraiment tu sentais que on essaie de te faire croire que effectivement il y a une immensité du paysage, mais en fait quand tu regardes ton personnage, t'es comme dans un jeu vidéo quoi. Tu sens que le mec il est au bord d'une limite virtuelle invisible. Ah ouais, non. Bah moi ça m'a pas choqué. Ah tu vois, mais même alors qualité que je trouve à Obi-Wan pour le coup. Moi j'ai pas eu ce sentiment là. Tu sens que c'est beaucoup d'intérieur. Tu sens que c'est beaucoup en intérieur donc studio. Ouais, il y a un côté assez claustrophobique, je trouve, dans certains trucs où tout est très resserré, et en plus, effectivement, en termes de design et tout, c'est pas fou, quoi. C'est pas très, imaginatif. Et je trouve que là où justement on parle de Stranger Things et The Boys, on ressent pas ça, quoi. On sent que en termes de production, il y a une plus-value qui n'existe pas encore dans les séries Star Wars. Et c'est dommage parce que, hormis quelques éléments où tu sens qu'ils ont mis un peu plus de thunes, et après, en termes on parle même pas de l'écriture et puis de ce que ça raconte et Non, tout. Là, on est clairement dans un projet industriel. Donc mais ouais, non, franchement, c'est dommage parce que c'est quand même des franchises. En tout cas, Star Wars, c'était une franchise qui savait se faire rare et qui était attendue, et ils essorent vraiment le truc, et en plus avec des choses qui sont pas incroyables, quoi. Donc voilà, prochaine série Andor qui sera peut-être un peu plus réussi, puisque derrière on a pour le coup un vrai showrunner qui vient de la série télé. Non, pardon, ça a changé. Excusez-moi, je crois que c'était celui de The Americans, mais il est parti. Ça a failli être bien, et puis hop, ils ont viré le mec. Oh, il troll, ça y est. c'est Gilroy, je crois, quand même, du coup, qui a repris le projet, il me semble, qui a fait Rogue One, enfin, qui a en tout cas qui est venu en renfort sur Rogue One. Rechuté, on verra, quoi. Mais et puis She-Hulk côté Marvel, pareil.
On attend la bonne surprise, mais pour l'instant, en tout cas, si on peut faire un petit bilan de cette année, de cette saison 2021-2022 sur Disney+, pas incroyable. Non. Mais restons sur le thème de l'attente quand même, puisqu'il y a quand même des grosses séries qui arrivent. Cette fin d'année, d'année va être quand même conséquente. Briac, tu peux nous parler d'une certaine série qui s'appelle Kingdom Exodus? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ma grosse attente de l'année. Derrière ce titre se cache L'Hôpital et ses fantômes, dont on a parlé, je crois, déjà une fois dans Spoiler, si je ne m'abuse, Oui. qui s'appelle le Kingdom, en fait, à l'international, en référence au titre danois que je n'oserais pas prononcer, qui, pour rappel, est une série donc créée par Lars von Trier, le cinéaste danois, et le scénariste de ses premiers films, Nils Vorsell, et qui était une série de 94, très inspirée par Twin Peaks, donc ça change beaucoup de ce dont je vous parle d'habitude ici, et qui donc racontait l'histoire d'un hôpital danois dans lequel il y avait un peu des événements paranormaux, et c'était une série avec un ton très étrange, toujours un peu une espèce de comédie très noire, et en même temps d'un coup des moments d'horreur qui survenaient, et tournée en 16 mm avec vraiment une image hyper sépia, donc très reconnaissable. Et en fait, la série s'était arrêtée avec la saison 2, alors vraiment avec beaucoup de suspense, rien n'était résolu. Et 2 des acteurs principaux sont morts entre-temps, et Lars von Trier avait dit qu'il ne ferait pas de suite. Du coup, il disait, comment je peux faire sans ces personnages-là? Et en fait, entre-temps, 2017, arrive la saison 3 de Twin Peaks, et Lars von Trier lui dit, ah putain, ça m'a donné plein d'idées en fait. Donc il a eu envie lui aussi de faire sa saison 3 à sa série annulée. Et il l'a fait. Et donc, c'est Kingdom Exodus. Pour l'instant, c'est pas grand-chose à part que reviendront certains des acteurs. On a eu juste un petit extrait qui a été diffusé sur Internet qui laisse entrevoir un peu un jeu de style entre une nouvelle manière de filmer et une nouvelle colorimétrie, et en même temps des références à l'ancienne série. Donc, on va voir à quel point c'est intéressant. Les premiers épisodes, je crois, ils vont être montrés au Festival de Venise. Et par contre, on n'a pas de nouvelles en France sur qui va nous passer ça. Alors, j'ai vu hier que, je sais pas comment ça se prononce, Mubi, le service, vous savez, Disons Mubi. Mubi, voilà, Mubi. En tout cas, aux États-Unis, à l'international, semble avoir acheté la série. C'est la première série qu'ils achètent. Donc, il y aura les 2 premières saisons remasterisées et la 3e. Mais je sais pas du tout si ça s'applique à la France encore. Il n'y a pas eu d'annonce pour le moment. Je sais pas s'il y a une chaîne française qui compte l'acheter, donc je sais pas où est-ce qu'on pourra voir ça encore tout de suite. Et je ne sais pas non plus si ces saisons remasterisées vont sortir en Blu-ray à un moment. Ça pourrait être très intéressant aussi. Alors, est-ce que tu conseilles les 2 saisons d'origine? Bah carrément, ouais, c'est super intéressant. Puis ça sort un peu... Parce que c'est 8 épisodes, ça se regarde vite, mais est-ce que 94, ça a pas pris un peu dans la gueule? Ça ressemble tellement à rien d'autre que du coup ça vieillit pas vraiment, parce qu'en fait t'as jamais vu une série vraiment comme ça, et il a pas vraiment, c'est très particulier, donc Briac, d'accord, mais quelqu'un d'aujourd'hui qui découvre ça, Twin Peaks, ça a vieilli, Briac, par exemple. Non mais c'est la vérité, ça a un style. Ça a vieilli, mais différemment, parce que c'est encore moins, là tu sais, c'est un truc danois, ça a absolument aucun code américain ou de série de l'époque, quoi. C'est vraiment, c'est comme la pellicule, le ton sépia, par exemple, est-ce que ça n'apporte pas un côté un peu vieillot, un peu, tu vois, même en termes de pellicule. Mais déjà à l'époque, c'était un choix particulier, ça ressemblait pas non plus à ce que tu voyais ailleurs à la télé ou dans les films. Donc tu vois, elle est tellement un peu hors du temps que en fait, soit t'accroches, soit t'accrocheras pas, mais je sais pas si c'est forcément pour le côté daté ou non. Par contre, c'est sûr que tu peux ne pas du tout accrocher au trip de la série. Déjà, je pense qu'il faut un peu aimer Lars von Trier. Je sais pas si ça se comparerait à certains de ses films en particulier. Ouais, peut-être plutôt ses premiers films, je pense. Si t'aimes bien des films comme Epidemic, Europa, tu vas peut-être rentrer un peu dans le trip. Et il y a un côté très Stephen King. Stephen King avait fait d'ailleurs un remake de la série aux États-Unis, Kingdom Hospital. C'était une version refaite qui n'était pas terrible. Mais ça, c'est ma grosse attente en tout cas. Ta grosse attente, d'accord. Pour cette année. Guillaume, je pense que toi et moi, on a le même en termes de number one d'attente. Ça ne veut rien dire. C'est 1899? Oui, oui, un peu, ouais, effectivement. Hein. Moi, je pense que voilà, j'ai déjà très envie de me refaire Dark. Et 1899. Alors, peux-tu nous faire un petit topu? Je suis plus l'ombre de moi-même. Tu peux nous faire un petit topo sur 1899, s'il te plaît. On est sur un bateau. Ouais, en 1899, voilà.
Merci. Et si je ne me trompe pas, parce que ça fait un moment que j'ai pas revu le pitch, c'est donc une traversée de l'Atlantique, je pense, entre l'Europe et les États-Unis. Avec donc un groupe de... Il y avait des photos du casting au début, ils ont fait une jolie photo comme les séries savent bien le faire. Il y a une vingtaine de personnes a priori qui gravitera sur ce bateau autour, les uns autour des autres. On retrouvera d'ailleurs l'acteur qui jouait Jonas à 40 ans dans Dark, dans ce casting-là. C'est à peu près le seul visage connu qu'on peut avoir, parce que du coup, même si ça continue d'être une série exclusive Netflix, ça reste une série qui nous vient d'Allemagne. Et oui, ça a l'air hyper intriguant, puisque sur ce bateau, au-delà des dynamiques qui ne manqueront pas de traverser les personnages qui partent pour vivre une autre vie et qui sont tous issus a priori un petit peu comme le Titanic, de classes sociales un petit peu différentes. Donc on peut imaginer qu'il y aura un discours de ce point de vue-là qui pourra être assez intéressant. Il y aura évidemment une composante fantastique puisque au milieu de l'océan en 1899, personne ne vous entend crier. Voilà, il peut à peu près se passer plein de choses et il va s'en passer plein a priori. Donc, mais tout reste encore très 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 mystérieux. J'espère. Voilà, il y a une bande-annonce qui existe pour les curieux, mais que je n'ai pas voulu regarder parce que je sais que je vais regarder la série et je suis très énervé contre notre époque, notamment pour les bandes annonces et qu'on voit tout le film avant de le voir. C'est un truc qui m'énerve le plus. Et là, je me dis, série, ça, on est un peu épargné. Très énervé contre notre époque. J'aime cette phrase, je tiens à te le dire. Ah ouais. Attends, non, bref, stop, arrêtez-moi maintenant. Mais les séries on est un peu épargné parce que tu veux pas voir une bande-annonce d'un film, tu vas au cinéma, tu la vois, donc que tu veuilles ou non, la bande-annonce arrive à toi. Et séries, j'ai l'impression que bref, on m'avait compris. J'ai vu cette photo, mais juste que sur le papier, moi il y a tout pour me plaire. C'est un huis clos sur un bateau et ça joue, ça m'intéresse encore plus. Mystère, peut-être du fantastique et par l'homme et la femme qui ont fait Dark. Donc voilà, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. A priori, ça arriverait fin du mois de novembre. Donc il y a encore un petit peu le temps, mais voilà. Cool. Et puis j'aime bien l'idée que ce soit quand même très bateau. très simple, le postulat de base. Horrible ce rire, Guillaume. Je t'en veux. Non mais Dark c'est un peu le même principe. C'est-à-dire Dark, l'histoire de base c'est quoi? C'est un garçon qui disparaît, je crois, dans une petette ville allemande. Voilà, c'est quand même le premier épisode, ouais. Simple. Et là, qui sait, et on sait comment finit la série. Qui sait jusqu'où voguera ce bateau. Tout de suite une page de réclame pour Ringard FM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Briac, tu nous as indiqué The Nevers, saison 1, partie 2. Oui, mais trop. Bah ouais, toujours intrigué de voir la suite. Alors on vous renvoie à l'épisode qu'on avait enregistré sur la première partie de la saison 1 de The Nevers. On n'a pas de nouvelles pour l'instant, pas de nouvelles de quand ça va sortir. Moi, je vous avoue, mon pronostic, j'ai regardé un peu les pages de fans, j'ai essayé de voir un peu comment ça réagissait sur Nevers. On n'en parle pas beaucoup, donc je pense qu'on va avoir la saison 2, parce que... Enfin, la saison 2. On va avoir cette partie, parce je pense qu'elle est tournée, hein, à l'heure qu'il est, ou elle doit bientôt avoir fini de tourner, donc ils vont pas la mettre dans les cartons comme ça. Mais je pense qu'on apprendra assez rapidement ensuite que la série est annulée et qu'elle aura pas de saison 2, à voir. Je crois quand même que les audiences étaient quand même pas catastrophiques sur la première partie. Mais ça m'intrigue surtout, parce que comme on en avait parlé dans l'épisode, on va avoir un changement de showrunner, comme Joss Whedon n'est plus le showrunner de la série, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner, en fait, comme c'était une série très Whedonienne par plein d'aspects. Et on va voir, est-ce que ça va être en bien, en mal, enfin, qu'est-ce qui va se passer. Ça m'intrigue beaucoup, donc j'attends toujours des nouvelles de The Nevers. Parce qu'il y avait des très bonnes choses dans cette série, et peut-être que sans Whedon, ce sera encore meilleur, ça lui fera les pieds. C'est ça. Hein, à Joss. Exactement, on va bien de mon côté, rapidement, alors moi je suis un énorme Yankee, hein, vous le savez, donc... top 1, c'est évidemment les Anneaux de pouvoir, hein, que j'attends pour cette fin d'année.
Je n'ai pas regardé la bande-annonce. Je crois qu'il y a des images, qui sont... il y a une bande-annonce qui est sortie. Ah oui, il y a eu au moins 2 bandes annonces et un trailer, 2 ou 3 un teaser. Pardon. Voilà, moi j'ai vu celle où ils mettent, tout le monde disait, c'est des effets spéciaux, et en fait non, c'est Ouais. où ils font le logo là, enfin, ils font Le générique. Ah ouais. oui, Voilà. oui, ça. Voilà, ça j'ai vu, et j'ai rien vu depuis. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire d'intéressant. Vous, je pense que c'est quand même quelque chose que vous allez regarder. Par curiosité, oui, clairement. Il y a pas ouais, à bien sûr. discuter. Moi, j'ai presque autant envie de savoir l'impact que ça va avoir, parce que tout va en tout cas, beaucoup de choses vont se jouer. C'est-à-dire que Prime, Netflix, on le sait, c'est la dégringolade. Enfin, encore que. Mais Prime, il galère à s'imposer. Là, s'il s'impose pas avec ça, le showrunner des Anneaux de Pouvoir, il a sur les épaules une pression stratosphérique. Donc voilà, faut. Ouais, bien sûr. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire, les gars là, ils ont mis 1 milliard sur la table, je crois, Amazon. Donc tu vois, à un moment donné, ils veulent quand même un retour sur investissement. Et un peu dans la même catégorie, c'est House of the Dragons. On a envie de savoir ce qui va se passer, je pense. Pas grand-chose d'intéressant. Enfin, de surprenant. Vous êtes hypé comment, Briac, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la saison 4 de Twin Peaks? Pour House of the Dragons ou pour ouais. Seigneur des Anneaux? Pour House of the Dragons? Les deux, vas-y, j'ai envie de t'en lancer. Okay. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est tellement, comme tu l'as dit, risqué, et même sur tous les plans créatifs. On en a déjà un petit peu parlé, je crois, avec l'épisode avec Justine Breton. Je suis pas forcément hyper convaincu par toutes les images qu'on a pu voir pour le moment, mais après, tu dis toujours, bon, c'est sorti de son contexte, c'est une bande-annonce. Les séries, je suis un peu moins dur aussi sur certaines questions de mise en scène. Je dis, bon, c'est pas grave, si le récit m'emporte, on verra bien. Maintenant, moi, j'avoue, je pars du principe que ça va être raté pour être surpris, parce que je le sens tellement mal que je ne préfère ne rien attendre de cette série. Et puis, si c'est bien, bah tant mieux, ça sera super. Mais j'en attends pas grand-chose. House of the Dragons, je suis un petit peu plus serein, j'avoue. Déjà parce que je suis pas parti en mauvais termes après Game of Thrones, malgré les réserves qu'on peut avoir sur la dernière saison. J'apprécie toujours la série, l'univers, et je suis content de le retrouver, ça me fait plaisir. J'aime bien le cast, ceux qu'on a aux commandes. Bon, on a Sapochnik qui était un des réalisateurs certains des meilleurs épisodes. On a du beau monde, bon, pourquoi pas. Et puis là, alors je sais plus si c'était dans Variety ou il y a eu un article il y a pas longtemps, mais ils expliquaient en plus que, en gros, ce serait vachement plus resserré, c'est-à-dire que ça va être vraiment concentré sur 4-5 personnages. Donc sur ce point-là, ça va être assez différent de Game of Thrones, on va vraiment être dans des drames beaucoup plus... Et ça, je suis intrigué. Je me dis, ok, ça va être intéressant de voir Westeros, mais par ce biais-là, genre on va pas être s'éparpiller partout, on va être dans un truc où tout le monde est toujours resserré, et en même temps, comme c'est conçu un peu comme c'est basé sur le bouquin qui est un livre d'histoire de George R. R. Martin, c'est un peu comme des séries comme Rome, on va passer parfois 7 ans d'un épisode à l'autre, enfin des choses comme ça, on va les voir vieillir, et pareil, ça me dit, ça va être différent, c'est intéressant. Très bonne nouvelle aussi, ouais. C'est des choses qui me donnent envie, on va voir. Je suis relativement confiant, j'ai du mal à penser que ça va être naze, après, bon, ce sera peut-être pas non plus un chef-d'œuvre, mais j'en attends pas non plus la lune, j'ai envie de dire, mais voilà. Plus confiant pour House of the Dragons que pour Seigneur des Anneaux pour l'instant. Ok, voilà, si je dois résumer. Mais Seigneur des Anneaux, tu t'interdis d'être confiant. C'est autre chose. Bah oui, puis ils m'ont pas envoyé. Si tu écoutais le petit Bribri qui a pleuré à la communauté de l'anneau, Sam, tu ne sais pas nager, voilà, tu serais hypé, mais après, tu as peur. On en a parlé aussi, encore une fois avec Justine, mais au-delà des problèmes, les images qu'on a eues et tout, c'est un premier sujet, mais le deuxième, c'est qu'en gros, là, cette série, elle part de sources qui ne sont pas des romans, ce qui n'était pas le cas par exemple des films. Donc là, en fait, on a les scénaristes, le showrunner, qui doivent inventer leur récit. Ils ont des événements que Tolkien a décrits avec plus ou moins de détails, et eux, ils doivent créer certains personnages, agencer ça, donc ils n'ont pas vraiment de base. Alors, ça va peut-être être génial, mais c'est vraiment hyper risqué dans le cadre de cet univers-là. C'est pour ça que j'ai toutes ces réserves. Voilà. Non, mais tu as raison. Non, mais alors attention, tu as raison d'avoir ces réserves. Elles t'appartiennent. mais si tu t'écoutais, tu serais hypé de ouf. Bah oui, au fond. Oui. Si t'étais pas Thésard, si t'étais pas Briac, tu vois, juste si tu n'écoutes que le fan que tu es. C'est la raison qui t'interdit, mais la raison a raison. Que le cœur voilà, il est tard. C'est la fin de saison, reprenez des chips et un gobelet. Mettez votre nom dessus parce qu'après c'est relou, on perd notre. Voilà. Guillaume,
Guillaume, toi, Bonsoir. tu es comment? Oh bah ça va, écoute. Ça va? Ah bah super. Alors, Tranquillement. non mais toi t'as hypé, toi. Lequel des deux t'es le plus hypé? House of the Dragons ou Rings of Power? Moi, je suis plus hypé par Rings of Power dans le sens où Rings of Power ou Ring of Powers. Non, Rings of Power. Je suis les anneaux de pouvoir. Parce que tout simplement parce que il y a un vrai enjeu et que du coup, je suis très curieux, quoi. Clairement, ce qu'on a vu de House of the Dragons pour l'instant a l'air d'être effectivement, on est dans nos chaussons par rapport à Game of Thrones. On retrouve une esthétique, on retrouve des lieux qu'on connaît, pimpés un petit peu différemment. Évidemment, ça se passe, je crois, quasi 200 ans avant Game of Thrones, donc c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais l'esthétique est là et tout ça. Et bon, il y a Matt Smith, je l'adore, donc tout va bien. Je regarderai bien sûr sans hésiter, quoi. Mais les anneaux de pouvoir, il y a un vrai truc un peu malsain, pervers peut-être, de se dire comment ils vont se casser la gueule, en fait. À quel moment les jolies images vont dévoiler Qu'est-ce qu'ils vont rater? des costumes pas terribles ou non, mais je rigole parce que je dis ça, mais en vrai, moi je suis très bon public et très bon client, vous le savez, j'ai aimé The Wheel of Time, donc ça pose bien le truc. Oh non, t'es dur avec toi-même, j'aime pas ça. Non, mais voilà, Non, mais c'est pas. donc je suis Non mais je comprends ce que tu veux dire. Soit c'est de la cruauté parce que on veut voir comment ça va se planter, soit en fait non, c'est un tour de force et ils ont réussi ce que les autres n'ont pas réussi et c'est incroyable. Donc voilà, la haine ou l'amour, quoi. Non, et Finalement. puis c'est un univers hors norme, en fait, quoi. Je veux dire, aussi bien dans l'ampleur des décors, dans clairement, on a un référentiel par rapport à ça qui sont les films, et de ce qu'on a vu dans les images, ils essayent quand même d'égaler. On sent que Prime essaye de faire le Seigneur des Anneaux des années 2020, quoi, quelque part, enfin de marquer un peu d'une pierre blanche. Un truc qui sera culte, et ils y ont mis les moyens, et ce qu'on voit en termes d'esthétique, ils se sont à on va dire, avec les concept artistes. Il y a Howard Shore qui a signé le thème principal de la série. Enfin bref, voilà, ils font des clins Je savais d'œil. pas ça. Tu m'apprends Ouais. un truc. Ça a été annoncé au Comic-Con là. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que effectivement, mis à part quelques scènes qui seront grandioses, les interactions avec les personnages, les endroits où ça va se passer, ça va être bien, ça va être à la hauteur de tout ça, bah c'est ça qui va être intéressant, quoi. Et puis moi, pour le coup, à part j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas du tout lu tout le reste, donc ça sera vraiment quelque chose. On va creuser le lore d'une manière que moi je connais pas du tout à travers de la lecture, donc ça m'intéresse. Ouais. La fantasy, de toute façon, on en a pas eu beaucoup, on commence à en retrouver, donc c'est cool, quoi. Gillick nous dit à tout moment Amazon Prime ça existe plus l'année prochaine. Je ne suis au courant de rien. Pourquoi? Parce que si ça se crache. Ah ça, oui. Oui. Ils ont d'autres sources de revenus que la série. Oui, Hein. oui, oui. Si ça se vautre, c'est vrai qu'en termes d'image, gars, t'avais la licence, enfin une des licences les plus importantes. Tu vois, c'est comme un jour, moi je vous le dis, vous l'aurez entendu dans Spoilers la première fois, il y aura une série Harry Potter. C'est évident, hein, je ne suis pas un... Bien sûr. Et d'ailleurs, je me dis, il faudrait qu'ils fassent sur les maraudeurs. Voilà, ça reste entre nous, mais mini-série que sur les maraudeurs, préquel, les fans ils vont adorer, tu mets du mystère dedans, tu mets du twist, c'est un carton. Bref, je pose ça là, Warner, appelez-moi. Mais là, c'est un anneau, il y a des millions de gens qui adorent le Seigneur des Anneaux. Vous avez le budget, vous avez pas d'excuses en fait. C'est-à-dire que là, je pense que ça va être un pic, peut-être dans notre époque, où tous les gens, un peu comme nous, les connards qui disent l'important c'est le scénario, c'est l'histoire et c'est ce que vous allez raconter. C'est pas les effets spéciaux et c'est pas le reste. C'est là que ça va se jouer. Parce que si le gars il a pas écrit une bonne histoire, ah bah là ça va être la guerre. Ah, Obi-Wan et compagnie c'est un peu le même débat, tu vois, mais à une échelle bien supérieure quoi. Je trouve. Et c'est vrai qu'après tu te remets pas forcément de ça. Déjà c'est dur de s'imposer sur les plateformes. Bah c'est vrai que ça va être critique, mais ça va être intéressant. Guillaume, toi t'es sur quoi sinon comme attente? Je vois du Willow et Ahsoka, je vois du Sandman.
Ouais, bon, il y avait des choses. Tu parleras peut-être de toi, ce que tu attendais, peut-être le premier de ta liste, Oui, mais toi, j'ai envie de te lancer un peu pêle-mêle, Ok, comme très ça. bien. Oui, bah il y a un petit peu plein de choses qui sont un peu plus anecdotiques, mais que j'attends quand même par curiosité, qui seront certainement pas des chefs-d'œuvre, mais Willow. Est-ce qu'ils vont réussir à... Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Est-ce que ça va être là aussi un truc un peu inconsistant et juste un petit clin d'œil à la nostalgie du film de Ron Howard ou pas? Mais bon, je suis curieux. Pour le coup, peut-être la série Star Wars que j'attends le plus l'année prochaine, c'est Ahsoka, puisque personnage... un des nouveaux personnages emblématiques de ce qui a été créé à la télé sur Star Wars ces dernières années et la suite de l'histoire qui nous a été contée notamment dans Star Wars Rebels. On est pleinement dans Ouais, je savais pas. des choses qui ne s'adressent que aux fans. Parce que là, il faut quand même avoir vu à peu près tout sur Ahsoka, donc les séries Clone Wars et Rebels et un petit peu de Mandalorian pour savoir où on va. Mais en tant que du coup personne qui a apprécié ces itérations télévisuelles là, moi j'attends la série. Puis en plus, je crois avoir lu que c'était vraiment la série qui allait être chapeautée quasi exclusivement par Filoni. En gros, on va voir si Filoni est vraiment le messie de Star Wars à la télévision ou si juste le live action en fait il sait pas faire et qu'il est bon en animation, mais que voilà, il est aussi responsable quelque part des errances des séries Star Wars qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc ça va être intéressant. S'il fait pas mieux que Jon Favreau, c'est la honte, quoi. Il comprend le matériel Star Wars. Après, est-ce que effectivement il va faire une bonne série? À voir. Voilà. Okay. J'avais noté aussi dans ce qui m'intriguait l'adaptation de Sandman sur Netflix qui devrait pas trop tarder. Ouais. Roman graphique. Mois d'août, je crois. Ouais, ça va venir assez vite. Ouais. Moi, ça m'intrigue, mais voilà, ça a l'air intéressant. Ouais, j'ai envie de voir. C'est un roman graphique, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, de Neil Gaiman, ouais. C'est une série de comics, quoi. Qui est, comics qui est très très réputé. Enfin, vraiment, je ne connais absolument rien sur cette série, mais ça a une très bonne aura. Mais on va voir. Tu l'as lu? Enfin, vous l'avez lu? Non. Moi, j'en ai lu un petit peu. J'ai lu des bouts en fait. J'ai jamais réussi à avoir quelqu'un ou à trouver quelqu'un qui avait tous les tomes. Alors j'ai vu par bout et j'ai lu aussi que pour une fois il y avait un truc qui m'intéressait. Alors je suis allé lire un épisode en particulier. Mais c'est super. Et alors ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une série qui a un style graphique très particulier parce qu'il y a des changements très souvent d'illustrateurs, enfin de dessinateurs. Je sais pas si c'est à chaque. Je pense que ce soit dans chaque chapitre, mais enfin bon, ça change beaucoup. Et c'est très riche. Et là, la série, c'est vraiment filmé dans les images qu'on voit, c'est du uniformise un peu Netflix, les choses. entre guillemets, vraiment le style qu'on connaît. Alors, pour le coup, excuse-moi, Bref, je te compte parce que pour aller dans ton sens, moi, ça m'a fait l'effet, parce que j'ai vu pour le coup quelques images, ça m'a fait l'effet, par rapport à l'image que j'avais du comics, par rapport aux images live action, ça m'a fait l'effet de la Tour Sombre. Parce que la Tour Sombre, quand tu m'en parlais pendant des années au lycée, je m'imaginais un truc, tu vois, incroyable et tout. Et le visuel est lamentable, quoi. Enfin, vraiment, c'est du blockbuster bas de gamme, quoi, du film, pardon. Et ça m'a fait un peu. Alors, Sandman a l'air intéressant, il a l'air d'avoir un truc esthétique, mais c'est vrai que le style comics est si particulier que, je retrouve un peu cette idée-là. C'est très impersonnel en tout cas. Voilà, alors après, si c'est très solide derrière, ça marchera quand même, ça se posera pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu vois les premières images avec ce que pouvait convoquer le comic, c'est un peu dommage, quoi. Tu dis normalement quand tu adaptes, si tu adaptes en plus une œuvre en bande dessinée, faut adapter ça aussi, quoi. Voilà, on verra. Après, on parle d'une bande annonce, on n'en sait rien. On verra bien quand on aura le produit fini. Oui, voilà. Et c'est dans tout bientôt, donc peut-être une série dont on parlera à la rentrée d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. J'ai envie de terminer avec mon autre grande attente, c'est Severance saison 2. J'en parlais au début, mais c'est donc Nora Bosoni qui nous en avait parlé, et vraiment excellente surprise, quoi. La série dont j'avais besoin à ce moment-là, dans le sens simple, court et efficace plutôt, et riche, et qui te fait réfléchir, et qui te fait réfléchir.
Ou t'y penses après dans ton pieu, tu dis ah mais du coup, machin, tu vois, c'est ce genre de truc. Vraiment, j'ai passé un très bon moment et j'ai très envie de savoir ce qui se passe, quoi. Vraiment, c'est là où ils m'ont eu. La fin de saison, j'étais vraiment genre non, non, montrez-moi, je le mérite. J'ai trop souffert. Je veux pas me coucher. Et j'ai très envie, j'ai vraiment très envie de voir la suite. Et c'est assez rare, hein. Vous me connaissez, je suis assez difficile. Et c'est rare que je vous dise, putain, j'ai trop envie de savoir. Et là, oui, là j'ai envie de savoir. Et je pense qu'ils ont pris confiance aussi avec cette saison 1. Ils se sont dit, oula, on va proposer des trucs un peu chelous. Est-ce qu'ils vont vraiment marcher? Et je ne sais pas si la série a très bien marché. Mais c'est une série qui a fait parler, qui a eu au moins un succès d'estime. Donc oui, ça a marché. Vous avez les chiffres? Je crois, ouais. Vous avez les chiffres? J'ai pas les chiffres. J'appelle Apple et je te dis ça tout de suite. Ok. Non, mais je pense que ça, en tout cas, voilà, ça a fait parler et c'est ce que voulait Apple, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, intéressant et j'ai envie de savoir. Je veux savoir, montre-les-moi. C'est bon pour vous les gars? Il y a d'autres séries dont vous voulez parler? J'avais mis, je crois, dans ma liste une dernière. Si on Mrs. regarde Davis. rapidement, c'était Mrs. Davis, qui est donc la prochaine série. Mais oui. Sa prochaine série co-créée par notre ami Damon Lindelof. C'est pas vrai. Mais tu m'as pas dit. Les Damon Zoos, voilà. Les Lindelof. Oh. Lindelof. Ah bah je suis auteur en fait. Les Lindelovers. Et du coup, on sait pas grand chose de cette série, si ce n'est qu'il va y avoir un combat entre la foi et la technologie. Ça va être, a priori, plutôt SF. Ce sera sur Peacock aux États-Unis. Donc, première série en streaming pour Lindelof. Il y a du beau monde dans le casting. Là, on a su qu'il y a, comment il s'appelle, David Arquette qui a rejoint la série il y a quelques jours. On a Ben Chaplin. Ben Chaplin qui était l'inspecteur Mundy dans The Nevers, qui était oui. un des meilleurs acteurs de la série, et j'ai hâte de le voir là-dedans. Et puis on a aussi Margot Martindale, qui est une super actrice qu'on a pu voir dans The Americans ou Justified. Enfin, il y a du beau monde. Et alors ce qui est intriguant, c'est qu'en gros, cette série, elle est co-créée par Lindelof et une scénariste qui s'appelle Tara Hernandez, qui par contre, elle n'a travaillé que sur des sitcoms, sur The Big Bang Theory et Young Sheldon. Alors moi, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Je trouve ça assez étrange. Et du coup, on ne sait pas du tout si la série va être en partie une comédie, est-ce qu'il y avoir un axe comédie dedans, parce que de ce qu'on en lit, ça n'a pas l'air. On sait pas grand-chose, et aussi, il y a un doute sur l'étendue de l'implication de Lindelof, parce que donc il est co-créateur avec Hernandez, mais dans les articles que j'ai vus, c'est Hernandez qui est showrunner. Alors, je ne sais pas ce que fait exactement ensuite Lindelof. Est-ce que c'est un peu comme sur Better Call Saul, où Peter Gould est le showrunner au jour le jour et Vince Gilligan est plus ou moins impliqué en fonction des saisons, on verra. Mais voilà, c'est une des attentes, parce qu'en plus ça reste très mystérieux, et puis bon, moi du nouveau Lindelof, je suis toujours à fond. On est toujours partant pour Damon. On se lève tous pour Damon. Et on n'a pas de... Il faut arrêter cette émission, hein. C'est la pire émission de la saison 1. Ça doit s'arrêter. Les gens me détestent. On va être annulé par Twitch. Minimum. Non mais ça a l'air intéressant. Non mais oui, Lane Luff, j'allais dire c'est le parrain de l'émission, pas du tout. Mais c'est un des rares. On est tous les trois fans. C'est un parrain. Balance des fausses infos comme ça, tu sais. Peut-être le parrain de la saison 4. On croise les doigts, mais il répond pas. Il répond pas au DM. Si, il a complètement cautionné l'émission, effectivement. Il a coécrit d'ailleurs le premier épisode du podcast. C'est ça. Non mais c'était intéressant ce petit tour de table. C'était voilà, histoire de finir par une émission un peu chill, un peu cool. Voilà. Je repose la question au cas où, mais il y a d'autres séries dont vous vouliez parler. Ça ne s'arrêtera jamais, donc non. Mais moi je préfère regarder Invincible sur Prime que The Boys, voilà. Ah ouais, j'ai toujours pas repris la saison 1, mais ça avait l'air bien. Ça l'est. Mais non. Si, une série dont on va pas beaucoup parler comme maintenant, mais dont vous allez, vous, Guillaume et autres Briac, parler en août, c'est Westworld. Tout à fait. Saison 4, oui. Actuellement. Mm-hmm. Vous allez en parler dans le prochain épisode. Alors, du coup, même moi je suis perdu, c'est le premier épisode de la saison 4 ? Pas du tout. C'est un hors-série, quoi. Oui, voilà, on avait envie en fait, depuis cette année, hein, on s'est dit, ok, les lives et tout, c'est sympa, on pourrait peut-être accompagner l'actualité un peu plus qu'on ne le fait, et on s'était toujours dit que ça pourrait être intéressant, soit d'accompagner le pilote d'une nouvelle série, soit, pourquoi pas, la fin d'une saison, d'une série, une fois qu'elle est entièrement diffusée, et comme effectivement Briac et moi, on est plutôt...
on aime plutôt bien l'univers de Westworld, même si toutes les saisons ne se valent pas à nos yeux. On avait envie de faire ça sur cette saison 4 et bah, du coup elle se termine courant août, donc on essaiera de proposer un live avec une invitée. Et vous allez le faire en live? Tout à fait. Ça sera surtout un live dans un premier temps. Et voilà. Sans moi. Et oui, bah t'as pas regardé la série, Sans écoute, toi. donc on essaiera de combler ce... Ah bah super, bonne On ambiance. essaiera de... Je m'attendais à des pleurs et des larmes. C'est Bah oui, vide. bah t'avais qu'à regarder, bah Ah super. non, mais évidemment, on sera... Grosse ambiance on en sera spoilers, triste, voilà. évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je te Et dise? qui s'occupera de la Écoute, régie dans ce cas? T'es le bienvenu, hein. Si ça te donnera peut-être envie de reprendre. Mais je vous donne une transition. Je vous donne une transition, les gars. Qui s'occupera de la régie dans ce cas-là? Oui, excellent. Bah oui, excellent. merde, c'est un métier. Regarde, j'ai un stylo à la main. C'est quand même... Qui s'occupera de la régie Et sur cet oui, épisode? c'est une autre annonce qu'on peut faire, c'est que Pépé, vous savez, Pépé, là, on n'arrête pas d'en parler sur les derniers épisodes parce qu'il est souvent dans le chat avec nous sur Twitch. Bon, bah là, il est en vacances, Ouais. donc il se repose. Mais il se repose pourquoi La belle affaire. Pour revenir en forme parce que il intègre finalement tout à fait le petit groupe que nous sommes sur Spoilers, puisqu'il va nous gérer notre Twitch tout simplement. Il va venir assurer la réalisation de nos émissions. Parce que on avait des envies, on était un petit peu limité. Il s'est très gentiment proposé ces derniers temps, donc voilà, peut-être que il restera pas à vie, mais on essaiera de le choyer pour que effectivement il nous fasse une réalisation aux petits oignons. Et clairement, je pense que ça se verra et comme ça, on pourra vachement plus passer des vidéos et animer un peu plus visuellement tout ça, quoi. C'est ce que j'allais dire. Déjà, si vous voulez des spoilers, allez voir sur son Twitter. Il met, alors je sais pas si c'est pour notre émission qui fait tout ça, mais il est extrêmement déter sur OBS. Donc, on a très très hâte de voir ça. Et rappelez-vous, il avait réalisé l'épisode sur Dark que nous avions fait avec Mesularimits, Guillaume. Non, avec Pierre Burel. Mezzulari, c'est la personne qui nous a fait le générique. Bah oui. Ah mais je crois que c'était la même personne. Non, Pierre, il nous a fait le site. Ah, le site, pardon, autant pour moi, c'est le site. Mais bref, en tout cas, c'était déjà Pépé, on était chez lui. Il y avait ses cassettes vidéo et tout, c'était bien. top. Et vivement, j'ai vraiment sincèrement hâte de voir ce qu'il va nous faire parce que ça va être top et il a l'air de kiffer. Donc voilà, c'est un plaisir. Et également Justine Breton qui sera très probablement de plus en plus présente dans l'émission selon ses disponibilités, mais ce sera avec plaisir. Mais voilà, on est trois, mais on s'aime tous les trois, mais on a aussi envie d'ouvrir le cercle à d'autres personnes, Exactement. également à d'autres voix féminines, hein, si on peut. Donc voilà, c'est l'idée. Justine a toujours été une invitée extrêmement intéressante, donc voilà. Ce sera avec plaisir. Est-ce qu'on parle maintenant de court-métrage ou pas? T'es quand même très précis dans ton conducteur. Ouais, j'avoue, le programme est en cours. Est-ce qu'on fait pas du teasing? Le programme est en cours de fabrication chez eux, il est acté, on va dire, hein, mais peut-être qu'on doit attendre un petit peu, effectivement. Moi, j'ai envie de dire, partons sur le teasing. C'est dans le cadre de court-métrage 2022, qui sont nos amis, nos frères, nos mentors. On leur propose du contenu. Là, encore une fois, on monte en gamme. Ça va être, non pas extraordinaire, mais extraterrestre. Oh! Tout à fait. Donc voilà, vraiment, ça va être également très très bien. J'ai envie de dire, mais en même temps, on peut pas dire. Mais non, voilà, mais ça va parler. Ça va être bien. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce sera plutôt en ligne, quand même. Ce sera live. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour tout le monde, mais pour, voilà, la prog et tout ça, ils vont l'annoncer. C'est un super festival. Le thème cette année, est déjà annoncé. C'est plutôt SF, là où ils sont plutôt fantastiques / horreur d'habitude. Donc petit changement de cap parce qu'ils avaient envie de se faire plaisir aussi cette année en évoluant un petit peu. Donc voilà, ça nous plaît tout ça. Oui, on les soutiendra jusqu'au bout. Merci. Les gars, pour ce petit live de fin de saison. Mais de rien. Le dernier pour moi, du coup. Je serai peut-être dans le chat sur Westworld, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire spoiler. Ah, ça va être compliqué. Donc, du coup. Peut-être que je passerai, peut-être que je mettrai tout dans le chat sans écouter ce que vous dites.
Ça peut être mon style, ou réagir que la saison 1, je ne sais pas. Mais voilà, toujours un plaisir d'être dans Spoilers avec vous les gars, donc vivement cette saison 4 qui s'annonce d'autant plus folle. Voilà, merci à Guilic d'être passé dans ce chat, merci au chat dans son entièreté également. Merci à tous nos invités de cette saison que je ne vais pas citer un par un et une par une parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Il y en a beaucoup. Il y en a des biens, donc non, arrête. Ouais, il y en a des biens, citations de Didier Super, c'est vous dire le niveau. Mais voilà, en tout cas, merci et merci surtout à tous les gens qui nous soutiennent, toutes les personnes qui partagent, qui mettent des likes, qui en parlent à leurs potes en soirée, qui mettent des étoiles sur les applis. C'est d'énormes soutiens pour nous. On a besoin de vous pour ça, donc merci. On espère qu'on vous rend tout ça également. Donc à très vite pour une saison 4. Voilà. Et oui. Et sur les réseaux sociaux, linktree.ee/spoilers ou spoilers sur qu'on appelle le site là avec l'oiseau. Putain, j'ai tout foiré sur la dernière phrase. L'oiseau, en plus il répond l'oiseau. C'est principalement Twitter pour nous. Bref, allez nous voir, portez-vous bien, passez un bel été et puis on se retrouve frais et dispo à la rentrée. Voilà, bisous les gars. Allez, salut. Salut.